Bonjour merci de m'écouter de si bon matin sur effectivement un sujet qui risque de vous paraître compliqué. Alors ceci est un disclosure et pas un disclaimer, donc je ne m'excuse de rien. Mais dans une approche un peu bayésienne, je vous donne des clés pour peser mes affirmations. Donc il y en a auxquelles vous pouvez donner un degré de confiance raisonnable, en particulier en bioinformatique, en biologie moléculaire. Finalement, comme l'a rappelé Thierry, en génétique mendélienne aussi, puisque j'ai fait quand même 20 ans de génétique de la drosophile. Je deviens presque, peu compétent quand on aborde des problèmes de génétique des populations qui se posent toujours quand on fait des analyses d'exomes. Et je n'ai qu'un léger vernis en médecine. Donc, la problématique d'analyse de l'exome que m'a imposé Derechef Thierry, vous verrez qu'en fait, à mon sens, elle ne diffère pas beaucoup de la problématique de l'analyse du séquençage du génome humain en général, y compris le whole genome sequencing. Et en particulier, on peut parfaitement appliquer cette subdivision que je vous propose aujourd'hui, qui est d'abord de parler de toute la problématique du séquençage. Donc pas le séquençage en lui-même, mais à partir du moment où vous recevez les séquences. Puis d'utiliser séquences pour identifier des variants. Puis finalement, le plus important, une des choses les plus importantes, c'est de correctement filtrer et d'annoter ces variants. Et puis la chose finalement pour laquelle on fait cette expérience, qui est tirer quelque chose de cette identification. Donc je vais commencer par le séquençage, en vous rappelant des choses que probablement vous connaissez déjà. Donc quand on fait un séquençage d'exome, eh bien, ça implique une fragmentation de l'ADN génomique et on va enrichir. Oui, c'est ça, ça marche. On va enrichir les séquences homologues, qui s'alignent avec les exomes, grâce à un système soit de puces sur verre, soit un système de billes en solution, qui sont couvertes d'oligonucléotides qui vont capturer les séquences exoniques. Ensuite, la technologie, eh bien, il y a une gamme de technologies qui s'ouvre maintenant. En réalité, vous verrez que pour le séquençage de l'exome, la technologie qui reste principalement utilisée est la technologie Illumina, dite de short read, avec des reads qui font de 100 à 300 bases, et un taux d'erreur qui est bien supérieur aux autres techniques encore à l'heure actuelle. Mais il faut que vous sachiez que même si ça n'impacte pas beaucoup sur la problématique de l'analyse d'exomes, il y a maintenant des techniques qui commencent à être robustes et qui permettent d'avoir des longueurs de read beaucoup plus importantes, de 10 à 100 kilobases pour Pacific Biosciences et jusqu'à 1000 kilobases pour Oxford Nanopore. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Le problème de ces technologies, c'est qu'elles sont encore relativement erronées en taux d'erreur. Et ça, c'est évidemment un problème quand on veut appeler des variants dans le cadre d'analyse de maladies génétiques. Donc, vous avez eu une subvention pour effectuer un séquençage.
Vous avez travaillé énormément pour préparer les échantillons, ne pas les mélanger. Vous avez même probablement prévu un design expérimental pour l'analyse. Et la chose que vous recevez, eh bien, ce sont des fichiers de séquence. Donc les fameux fichiers FASTQ. J'ai perdu mon pointeur. Voilà, donc là, on est dans le cadre d'une technologie de séquençage dite paire d'Inde. Hein, donc ça veut dire que les fragments du génome, en l'occurrence les fragments d'exome, sont séquencés de part et d'autre. Donc on a une extrémité gauche et une extrémité droite du fragment. Et donc vous recevez 2 fichiers de séquence par échantillon. Et ces fichiers de séquence sont dits FASTQ parce qu'ils intègrent non seulement la séquence, donc vous voyez un short read là, mais également la qualité de la séquence. Donc, ces fichiers font un peu peur en général aux biologistes parce qu'ils voient des choses avec lesquelles ils sont familiers. Mis à part le header qui peut peut-être faire un peu peur, mais ils voient surtout cette ligne un peu bizarre qui est donc une ligne qui indique la qualité, hein, base à base, on la lit en correspondance. Et c'est important de dire un mot sur la qualité, car la qualité de la séquence est très importante pour la qualité de l'identification des variants. Donc je voulais vous donner quelques clés pour que ceci fasse sens pour vous quand vous regardez ces fichiers FASTQ. En réalité, c'est très simple. La problématique, c'est d'être capable de coder une qualité avec un nombre qui va contenir plusieurs chiffres avec une lettre. Donc pour ça, on attribue un score de qualité à une lettre. Donc ce score de qualité est en réalité un score dit un Phred score. Donc ça c'est valable en biologie mais en mathématiques d'une manière générale. Un Phred score, c'est un score tel que le score est égal à -10 log de la probabilité de faire une erreur sur ce calling. Donc, il vient immédiatement que la probabilité de faire une erreur est 10 à la puissance moins q sur 10. Et quand vous avez un peu l'habitude, cette opération se fait très rapidement et vous pouvez même à l'œil voir s'il y a des problèmes de qualité dans vos séquences. Le premier problème qui se pose, c'est l'alignement des séquences sur un génome de référence. Donc je vais vous donner un petit mot quand même sur le problème du génome de référence. Donc il y a plusieurs génomes de référence. C'est historique. Il y a eu des assemblages qui ont été faits de façon consécutive. C'est pas le premier HG19, mais un des plus récents et encore beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est le HG19. Alors bon, quand on commence dans l'exome, on peut être perturbé par ces multiples identifiants. En réalité, cela vient du fait que plusieurs consortiums ont de leur côté identifié de façon unique le séquençage, l'assemblage du génome et leur ont donné un code qui n'était pas le même. Donc GRC pour Genome Research Consortium, HG37 correspond à HG19 et on parle d'un assemblage qui a été fait en juillet 2007. Donc je vous engage
à ne plus utiliser cet assemblage. C'est vraiment dommage d'aligner ces séquences sur un génome qui a bien plus de 10 ans. Et je vous engage à utiliser l'assemblage HG38, qui date quand même de 2011, hein, donc qui lui aussi a plus de 10 ans. Vous pourriez vous diriger vers l'utilisation de la version HG39, dont l'assemblage a été réalisé et publié en juin 2020. Mais dans le cas de la problématique du exome, ça ne vous amènerait pas grand-chose, car en fait, cet assemblage a surtout évolué et apporté des progrès dans les séquences péricentromériques et dans les séquences télomériques, où il y a très peu d'exons. Donc vous ne verrez pas la différence en tant qu'utilisateur de séquences exoniques. On trouve souvent dans ces génomes de référence des choses qui sont compliquées à comprendre, des chromosomes qui ne sont pas les chromosomes auxquels vous êtes habitués. Donc ces chromosomes peuvent être des chromosomes dits haplotypes, c'est-à-dire des fragments de chromosomes qui diffèrent significativement du génome de référence, et donc qui sont considérés comme étant présents parce que représentant un haplotype particulier d'un des donneurs de l'échantillon du génome. Il peut y avoir également ce qu'on appelle des contigs non assemblés, c'est-à-dire à l'issue de cette séquence et de cet assemblage, il reste des parties de chromosomes dont on ne sait pas, qu'on ne sait pas attribuer à un chromosome. On les met quand même dans le fichier du génome. Et dans le cas des exomes, on trouve aussi souvent des choses qui sont appelées des baits, donc, dont le rôle est un rôle bioinformatique en réalité. C'est pour, au moment de l'alignement, piéger les séquences qui sont hyper variables dans le génome et qui risquent de ne pas s'aligner de façon pertinente. Donc, pour piéger ces séquences hyper variables, eh bien, on rajoute, au moment de l'alignement, on rajoute des séquences du complexe HLA, des inserts de l'HBV et d'autres séquences pièges. En réalité, pour l'analyse postérieure, c'est plutôt pratique de se débarrasser de ces chromosomes dans la référence, car ils vont perturber votre analyse plus qu'autre chose. Alors en ce qui concerne les programmes d'alignement, eh bien, on peut dire que 90% des gens qui analysent des exomes utilisent un seul et même aligneur, qui est BWA-MEM, pour une raison que j'ignore, puisque un autre aligneur très fameux qui s'appelle Botai2 est également très utilisé, mais lui plutôt dans des analyses transcriptomiques. En réalité, les deux aligneurs sont des programmes qui utilisent un algorithme absolument magnifique qui s'appelle la transformée de Burrows-Wheeler. Si un jour vous avez l'occasion de voir une conférence de vulgarisation sur la transformée de Burrows-Wheeler, je vous y engage franchement, car c'est passionnant. Et c'est une manière de transformer l'écriture du génome de façon à ce qu'on puisse retrouver beaucoup plus rapidement une séquence en son sein. Donc c'est une transformation vraiment extrêmement ingénieuse et même réjouissante. Alors ces programmes BWA, hein, soyons un peu pratiques, sont très gourmands en ressources de calcul et en opérations, ce qu'on appelle en informatique des opérations d'entrée-sortie, c'est-à-dire des accès en lecture et en écriture sur les disques durs.
lisent les séquences, ils les alignent, ils les écrivent dans un fichier d'alignement. Donc ça peut être quand on manipule des gros fichiers de séquences, ça peut être un réel problème. Je précise quand même que, contrairement à ce que vous pourriez imaginer, ces programmes ne sont pas du tout gourmands en mémoire RAM, hein. Donc vous pourriez les faire tourner, d'ailleurs certains le font sur votre laptop, ça ne réclame pas particulièrement de RAM. Et finalement, d'un point de vue pratique, de plus en plus, ce sont les plateformes de séquençage qui proposent l'alignement. Et donc, au lieu de vous fournir un fichier FASTQ, elles vont vous fournir un fichier d'alignement sur lequel je vais venir dans un instant. Donc vous pourriez me dire pourquoi j'ai passé tant de temps pour ça. Eh bien parce que j'ai mis une flèche entre génome de référence et cette colonne de droite pour les programmes aligneurs. Quand vous alignez, vous entrez les fichiers de séquence FASTQ et les génomes de référence. Et vous récupérez un fichier d'alignement BAM. Et donc, il est très important que vous compreniez bien comment se passe cette étape, parce que ça implique une communication avec la plateforme de référence et un accord sur le génome de référence qu'elle va utiliser pour aligner pour vous les séquences. Ceci étant dit, si la communication est bonne et précise et non ambiguë, généralement, mon expérience est que les plateformes de bioinformatique les plus connues, même le Beijing Institute, donnent des alignements extrêmement pertinents. Et donc on en arrive au grand méchant fichier BAM. Même si c'est rébarbatif, j'ai voulu aujourd'hui rentrer dans les détails, car le fichier BAM est vraiment le proxy, c'est le nœud de votre analyse. C'est à partir de ce fichier d'alignement que vous allez pouvoir réaliser toutes les analyses possibles en aval. Et donc c'est très important, y compris pour le biologiste, de comprendre exactement ce qui s'est passé dans l'alignement, et on ne peut le comprendre que si on comprend le fichier BAM. Cela dit, c'est pas si compliqué que ça quand on prend un peu d'attention et de temps. Un fichier BAM, alors là je vous ai simplifié, hein, ça se présente de façon un peu plus austère. Ça comprend d'abord ce qu'on appelle le header, qui est repéré par le fait qu'il y a une série d'arrobases. Donc toute ligne commençant par une arrobase est considérée comme une ligne du header, donc une ligne d'information. Là, typiquement, sur la première ligne, vous voyez la version du format. Donc là, on parle en réalité d'un format SAM, pour Sequence Alignment Map. Et on voit tout de suite que les séquences sont triées, ordonnées dans le fichier, selon leurs coordonnées dans le génome. Vous pourriez avoir des séquences qui sont triées selon leur index sur la puce de séquençage. Ensuite, vous avez, et c'est là que vous pouvez tout de suite contrôler s'il n'y a pas eu de problème entre vous et la plateforme de séquençage qui a fait l'alignement, vous pouvez contrôler quels sont les chromosomes de référence, donc qui sont identifiés par ce tag SN. Il y a beaucoup d'informations sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai retenu quand même deux lignes supplémentaires, deux tags supplémentaires. D'une part, ce qu'on appelle le read group, qui va nous accompagner tout au long du reste de l'analyse. Le read group, c'est quelque chose qui permet d'identifier l'échantillon dans l'alignement. Donc ici, vous voyez, j'ai mis que ce fichier appartient à un patient qui s'appelle Marie, et
vous allez retrouver cet identifiant dans chacun des alignements. En réalité, si vous faites attention, vous verrez qu'il y a un tag dans chacun des alignements, le tag RG pour read group, et vous retrouvez pour chacun des alignements l'échantillon. Ce qui vous permet même de grouper des séquençages dans un seul et même fichier BAM. Ce qui peut être intéressant quand vous vous intéressez à des cohortes ou des petits groupes de patients. Et finalement, le dernier tag sur lequel je voulais insister, c'est que vous avez dans le fichier BAM l'histoire de ce qui est arrivé aux séquences, et en particulier, dans ce cas-là, vous voyez que ce fichier BAM a été aligné avec le programme BWA en utilisant cette ligne de commande que je ne vais pas commenter plus, mais qui est finalement relativement simple à analyser. Et vous voyez en particulier qu'on voit que c'est le génome AG38 qui a été utilisé pour l'alignement de ces séquences. Ensuite, on en vient à la donnée elle-même, c'est-à-dire les séquences. Et donc là, on a 9 colonnes, 8 colonnes obligatoires et une optionnelle. Donc on a le nom du read. On a ce qu'on appelle le flag, qui est un chiffre, un nombre qui permet de coder sur 256 bits un certain nombre d'informations qui sont très utiles en général pour nettoyer le fichier BAM. Donc ce n'est pas la peine de rentrer dans le calcul binaire. On a des petits utilitaires, même en ligne, qui vous expliquent très rapidement à quoi correspond un numéro de flag. Donc par exemple, vous voyez, dans ce cas-là, on voit apparaître les flags 99, 163 et 97. Et donc 99, ça veut dire que le read est apparié, que le read est aligné dans une paire correcte, c'est-à-dire que par exemple, les deux fragments sont bien alignés, et sur le même chromosome de préférence. En l'occurrence que le mate, donc l'autre read, est sur le brin reverse, ce qui est une bonne nouvelle. Et là, dans ce cas-là, que le read, c'est le premier de la paire. Vous voyez que, à la différence avec le 97, eh bien, le read n'est pas une paire correcte. Ensuite, vous avez le nom de la référence, troisième colonne, la position, la qualité d'alignement, à ne pas confondre avec la qualité de séquence. Les aligneurs génèrent à nouveau leur propre qualité, qui dépend de paramètres d'alignement, qui dépendent aussi de la qualité de la séquence, mais qui dépendent en plus de paramètres observés d'alignement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le CIGAR, qui est finalement une manière compacte de décrire ce qu'est l'alignement. Et là, on est déjà dans la problématique du variant. Par exemple, vous voyez que ça veut dire 76M, ça veut dire 76 nucléotides matchés, 2 manquants, parce que 2D, puis 25 nucléotides matchés. Donc vous voyez, là, cet alignement, il vous repère, par exemple, une délétion de 2 nucléotides. MRNM, c'est pour le mate, c'est pour vous indiquer où est aligné le read de l'autre read de la paire. Donc quand c'est égal, ça veut dire que c'est sur le même chromosome. Vous voyez que là, je vous ai mis un read dont le premier, un fragment dont le premier read s'aligne sur le chromosome 1, mais le deuxième s'aligne sur le chromosome 12. Ensuite, vous avez le e-size, donc insert side, en faisant juste une soustraction entre les coordonnées des deux reads, vous avez la taille du fragment d'ADN qui a été séquencé. Vous avez la séquence et la qualité sur les deux colonnes suivantes. Donc petit truc,
ne conservez pas les fichiers FASTQ. Si vous avez un fichier BAM, vous pouvez reconstituer un fichier FASTQ à partir de votre fichier BAM. Toute l'information s'y trouve. Et finalement, en option, vous avez plein de tags qui sont très importants enfin très utiles pour l'analyse. Je ne vais pas m'étendre plus car sinon je vais prendre trop de temps. Surtout si je vais en arrière. Donc le fichier BAM, j'insiste, est vraiment la pierre angulaire de l'analyse du génome et de l'exome ou du whole genome sequencing. Et en particulier parce qu'il permet de visualiser directement vos alignements. C'est le proxy pour la visualisation des alignements. Donc ces alignements sont à votre portée. C'est très important de voir ce qu'on a obtenu. Donc je vous ai mis de façon pratique plusieurs manières de le faire. Vous pouvez utiliser des genome browsers qui sont publics et qui permettent de télécharger vos séquences. Alors ce sont des gros fichiers, donc quelquefois le système de téléchargement avec le browser peut être un système un peu élaboré et vous prendre plus de temps que vous n'en avez à y consacrer. Je vous indique juste que si vous travaillez dans ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire que vous faites votre analyse dans un énorme logiciel qui implique plusieurs possibilités. Donc, pour ma part, j'utilise le framework Galaxy. Eh bien, vous pouvez directement interfacer. En fait, cette communication se fait de façon transparente et vous pouvez faire communiquer le framework Galaxy avec le Genome Browser pour visualiser les données. Vous pouvez faire la même chose avec le Genome Browser d'ensemble. Ça, c'est vraiment une question de goût. Hein. Si vous préférez ce Genome Browser-là. Vous pouvez faire également la même chose, je ne l'ai pas mis, mais dans le browser du NCBI. Et finalement, ce que font beaucoup d'informaticiens, à ma connaissance en tout cas, vous pouvez utiliser des programmes que vous installez sur votre ordinateur. Et en particulier, vous avez IGV, qui sont des programmes très efficaces et qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Et qui vont vous permettre de visualiser ceci. Donc, voici une visualisation de couverture des reads qui a été obtenue grâce à l'interfaçage de mon fichier BAM avec le browser UCSC. Donc, dans le reste de mon topo, vous verrez que j'ai mis des petites clés à molette. À chaque fois, vous voyez une clé à molette, je considère que c'est un outil. Et que cet outil, en réalité, vous est accessible, même si vous n'êtes pas bien informaticien. Un petit mot pour ajouter que c'est très joli quand vous voyez ça. Vous comprenez vraiment ce que c'est qu'un exome. C'est un séquençage d'exome. Hein, vous voyez, comme la quantité de reads s'aligne parfaitement avec, s'aligne avec les exons. Et vous visualisez également des choses qui sont en réalité sujettes à questionnement. Par exemple, certains îlots de reads s'alignent sur de la séquence qui a priori n'est pas exonique. Donc là, dans cet exemple, moi, je suis allé directement sur TP53, je crois. Oui, c'est ça. C'est relativement propre, mais il y a des cas, si vous vous baladez dans le génome, et en regardant votre exome sequencing, vous verrez des choses apparaître avec des pics qui peuvent être relativement importants à un endroit où aucun exon n'est signalé. Alors vous allez me dire, peut-être c'est un exon qu'on ne connaît pas, mais ça colle pas, parce que les exons ont été capturés avec un ensemble de séquences
prédéterminé. Donc quand vous voyez des choses comme ça, en réalité, c'est du bruit de fond. Et donc certains exomes sont plus ou moins bruités. Vous pouvez aller bien plus loin dans l'alignement et voir directement les rides. Donc là, voici un exemple de la région GATA 2. Je vous ai pris une petite région pour vous montrer à quel point ces systèmes de visualisation sont précis et vous permettent de voir les fragments ainsi que chacun. Pour chaque fragment, vous avez en bleu le ride gauche hein, et en marron le ride droit. Et vous voyez leur alignement avec les séquences. Et finalement, un dernier exemple avec le visualiseur IGV, qui encore une fois est très facile à utiliser. Et là, je vous ai fait une vue un peu plus étroite et vous voyez déjà apparaître la problématique de la recherche de variants. Parce que rien qu'en regardant vos données, vous voyez que dans ce cas-là, vous avez une variation par rapport à la référence qui a l'air d'apparaître de façon statistiquement significative dans différents reads à cette position. Est-ce que c'est une mutation GATA2 ou pas? On le verra peut-être plus tard. Mais en tout cas, à ce niveau-là, vous pouvez avoir des informations. J'en arrive maintenant à l'identification des variants. Alors, vous inquiétez pas, plus mon topo avance, plus les sections sont courtes. Et donc, eh bien, cette identification des variants, elle commence déjà par une filtration très importante des fichiers BAM. Et c'est important c'est très important d'effectuer cette filtration car vous allez faire ce qu'on appelle du calling, c'est-à-dire que finalement, comme quand vous faites du calling de séquence, vous n'avez jamais de certitude, donc vous devez attribuer un poids à chacune de vos inférences sur l'existence ou pas d'une variation. Et donc, il est très important de retirer un maximum de bruit de fond. Donc, typiquement, cette filtration implique plusieurs opérations. D'abord, elle implique de retirer systématiquement, dans le cas du séquençage d'exomes, elle consiste à retirer systématiquement les paires qui sont de mauvaise qualité. Donc là, vous voyez, par exemple, typiquement, on filtre les paires qui, dont la qualité est inférieure à 1. On retire également les paires qui ne sont pas des paires. Donc toutes les paires divorcées, on ne les prend pas. On retire également les PCR duplicates. Alors pour ne pas compter plusieurs fois un variant, ça introduira un biais. Vous le verrez plus tard dans l'inférence du génotype. Donc on retire tous les PCR duplicates. Alors vous me direz comment on sait que c'est un PCR duplicate. Dans une technologie classique, alors il y a une possibilité de le savoir, d'avoir la vérité maintenant en utilisant des systèmes de barcodage élaborés, mais dans le cas général du séquençage exome, on ne l'utilise pas. Donc il y a une définition pratique de la duplication, c'est une paire qui commence et qui finit exactement au même endroit et dont les séquences qu'on a pu obtenir sont rigoureusement identiques. Alors ça, c'est une définition qui marche assez bien si la profondeur n'est pas trop importante. Il arrive qu'on fasse, par exemple, dans des panels ou des exomes à très grande profondeur, cette assertion peut commencer à devenir fausse et à introduire un biais, donc il faut le savoir. Je n'ai pas de solution clé en main, mais il faut le savoir. Donc, une autre chose qui est importante, c'est de réaligner vos rides.
Donc c'est ce qu'on appelle le BAM left align. C'est très important parce que quand un read s'aligne sur des séquences répétées, donc je vous ai mis un exemple d'un read initialement aligné à cet endroit-là. En réalité, il peut s'aligner de plusieurs manières à cause de la présence de séquences répétées. Et pour pas introduire de bruit, on décide par convention de caler tous les reads le plus à gauche possible. Donc voilà l'opération de réalignement de ce read-là. Et puis finalement, on va retirer tous les reads dont les reads dits paires discordantes. Donc par exemple, vous voyez ce read B avec un R1 sur le chromosome 9 et un R2 sur le chromosome 22. Et puis, on va également retirer tous les reads dits splittés, c'est-à-dire le read lui-même s'aligne sur un chromosome et une autre partie du read s'aligne sur un autre. Alors évidemment, je vous ai mis à dessin le chromosome 9 et le chromosome 22, car c'est un exemple qui montre que c'est quand même important que les biologistes suivent ce que font les bioinformaticiens. Car si votre problématique c'est de trouver une translocation du chromosome de Philadelphie, eh bien cette opération-là va vous annuler toute chance de la repérer. Donc maintenant on en arrive à la problématique du variant caller. Donc vous voulez identifier vos variants à la suite de vos alignements. Ici, on rencontre un premier problème qui est la disponibilité pléthorique de callers et d'une origine plus ou moins ancienne. Donc vous avez ici un exemple. J'ai décidé de vous, enfin je n'ai pas décidé, je vous montre ici les trois callers sur lesquels on a acquis de l'expérience. Donc j'ai ATK qui est développé par le Broad Institute, par des gens qui savent ce qu'ils font, qui a l'avantage d'être très versatile. Il va vous permettre de faire du calling de cellules germinales, enfin de séquençage germinal ou des callings de somatiques dans le cas de cancer. En revanche, son implémentation est très compliquée et la complexité d'utilisation de ce caller est également très compliquée. Vous avez un variant de caller que personnellement j'aime beaucoup qui s'appelle Freebase. En particulier parce qu'il incorpore beaucoup d'informations dites a priori, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une approche bayésienne. Il incorpore de l'information acquise en particulier avant, en regardant l'alignement, et puis si vous séquencez plusieurs échantillons en même temps, vous pouvez échanger de l'information entre plusieurs fichiers pour améliorer le calling. Son implémentation est très facile, il date quand même de 2012 et il est, comme je vous le disais, il est plus adapté à l'analyse des variants germinaux. Et finalement un troisième caller qui s'appelle VARSCAN, qui lui est plus adapté à l'analyse de variants somatiques. Donc je vais passer rapidement sur cette diapositive, juste pour vous indiquer que tous les callers font la même chose à un moment donné, en tout cas au début. Après ils font des choses très différentes, mais ils passent par ce qu'on appelle le pile-up, c'est-à-dire une autre manière de regarder les reads. Donc en réalité, ce qu'ils font, c'est ça. Ils traversent les reads position par position. Et donc vous voyez typiquement là, cette mutation, enfin cet endroit où on voit des reads avec la mutation T, vous le voyez apparaître dans cette représentation où vous changez
vous faites tourner votre référence et vous traversez verticalement les bases du génome. L'identification des variants, elle passe maintenant par un autre proxy. On était sur le fichier BAM et maintenant on va utiliser le fichier VCF. Et c'est ce fichier-là qui va servir à découvrir in fine les variants. Donc, à nouveau, il y a un certain nombre d'informations. Cette fois, je vais aller un peu plus vite. Ce qui est important, c'est de voir que on retient le nom du patient dans ce fichier. C'est là que le calling du génotype est également fait. À l'aide d'un grand nombre d'informations qui sont répertoriées dans une colonne dite info, qui est en général très indigeste à analyser. Donc, le fichier VCF est aussi un fichier qui est directement visualisable. Donc, vous voyez dans cet exemple qu'il y a un variant que vous pouvez directement visualiser dans le browser de UCSC. Et je passe à la ligne suivante. Donc, une fois que vous avez généré votre VCF, il faut encore filtrer les variants. Finalement, c'est très important de filtrer les variants avec les paramètres du caller. Car, comme je vous le disais, chaque caller a un modèle pour considérer un génotype. Ne perdez pas de vue que, en réalité, un caller, c'est bien sûr pour identifier les variants, mais le propos final d'un caller, c'est de délivrer un génotype. Et donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour modéliser la décision que vous prenez sur le génotype. Et donc, il peut devenir important de rentrer dans la considération de toutes ces informations qui sont dans la colonne information. Donc ici, je vous ai mis juste que ce genre de la manipulation des fichiers VCF et leur filtration, elle est typiquement faite avec une suite d'outils qui s'appelle BCF Tool. Et là, l'exemple que je vous ai mis, c'est ce tag VQSLOD qui est indiqué dans le header. On vous dit ce que c'est le log odds of being a true variant versus being false under the training Gaussian mixture model. Donc là, on est dans le cas de GATK, qui effectivement utilise des systèmes d'entraînement par des modèles mixtes gaussiens. Et donc, si on n'y prend pas garde, en fait, on perd une occasion de filtrer de façon extrêmement pertinente un fichier VCF. Et donc, vous voyez qu'en réalité, dans cette série de variants, il y en a un certain nombre dont la probabilité de faire un appel à un génotype correct est en réalité très faible. Donc, ce qui nous donne ceci. Où j'ai retiré, et on le fait effectivement, j'ai retiré 4 reads sur ce que vous avez. Si vous avez plusieurs échantillons, faites toujours un variant calling groupé, car les variants de caller modernes partagent l'information entre les échantillons pour améliorer la pertinence de l'appel du génotype. Et pour conclure, la filtration avec les paramètres du caller, donc ces fameux paramètres qui se trouvent dans la colonne information, elle est très importante pour améliorer la qualité du génotypage. Donc commencez par faire une filtration avec les paramètres du variant caller et n'utilisez pas les annotations tant que vous n'avez pas fait une bonne filtration. Juste, je passe rapidement pour vous faire part d'un problème que vous ne voudrez peut-être pas partager avec moi, mais qui est que finalement, il y a une convergence limitée entre les différents callers.
Donc ici, je vous ai mis une expérience sur le chromosome 1 d'un patient. Et vous voyez qu'en réalité, il n'y a que 69% de variants appelés en commun. Et je suis incapable de vous dire, et je pense que personne n'est capable de le dire, où est la vérité. Hein. Donc, c'est pas parce que vous allez prendre l'intersection des trois que vous serez sûr de toucher votre variant. Et, et donc, on manque actuellement, aujourd'hui, de comparaisons pertinentes. Et, oui, 5 minutes, c'est bon. On manque de jeux de données partagés pour faire du benchmark. Donc des vrais jeux de données où on connaîtrait la vérité. Hein. Donc évidemment, c'est jamais possible de connaître la vérité complètement. Mais en tout cas, si on multiplie les approches pour identifier un variant, on peut arriver à une certaine forme de vérité. Et il est important que ces deux jeux de données soient partagés pour pouvoir faire du benchmarking. Et un dernier problème qui est vraiment récurrent avec les variant callers, c'est qu'on manque d'une documentation adaptée à un être humain normal. Et ça ralentit vraiment la prise en main de ces callers. Bon, à ce stade-là, vous avez bien filtré vos variants. Et ben, en général, vous avez à peu près, c'est un ordre de grandeur, il vous reste encore 1 million de variants à analyser. Et si vous avez 20 échantillons, par exemple, typiquement, vous allez tourner autour de 10 millions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que certains échantillons ont des variants en commun, donc il y a une asymptote. Hein. Il y a une asymptote. Et donc, c'est là que commence l'annotation des variants. Et donc, pour faire cette annotation, il faut juste réaliser qu'il y a deux types de bases de données existantes. Il y a des bases de données d'observation dans cette colonne-là, de nombreuses bases de données d'observation, et il y a des bases de données de prédiction. Donc c'est important quand on filtre avec les annotations de bien comprendre la différence. Prédiction n'est pas... prédiction n'a pas valeur d'argument aussi forte qu'observation. Le problème de ces bases de données, c'est qu'elles sont très hétérogènes, nombreuses, qu'on ne sait pas toujours si on utilise des versions cohérentes, si on en utilise plusieurs, et qu'elles sont difficiles à manipuler parce qu'il y a elles sont énormes. Elles comprennent des centaines de millions de lignes d'informations sur les variants. Il y a des erreurs dans ces énormes fichiers, c'est normal. À partir de cette taille-là, c'est difficile de ne pas avoir d'erreurs. Et c'est des formats compliqués à utiliser pour un humain parce que c'est des formats tabulaires. Je termine quand même en vous disant qu'il y a au moins, à ma connaissance, 2 initiatives importantes qui sont des initiatives qui permettent d'agréger ces informations, d'arriver à une vision un peu plus cohérente. Donc, il y a une initiative qui s'appelle GNOME-AD et dont l'ancêtre est EXAC, qui contient beaucoup d'informations, et évidemment DBSNP, qui est maintenu par le NCBI. Ça y est, c'est fini, j'ai plus la parole. En utilisant ces bases de données avec des programmes spécifiques qui interfacent votre fichier VCF avec... Ah, ça y est, je crois que j'ai retrouvé le... Ah non, c'est toi. Ouais. Donc, ah ben ça y est, j'ai retrouvé le... donc ces programmes clients vont maintenant... Donc là, j'ai retiré l'information, hein, parce que l'information qu'on manipulait jusqu'à maintenant, c'était l'information du caller.
Et maintenant, on va rajouter l'information des bases de données. Donc, on est vraiment dans le processus de l'annotation. Et donc, je vous mets un exemple où vous utilisez ce programme qui interface DBSNP avec votre VCF et qui va vous taguer immédiatement les variants fréquents dans la population. Et l'interrogation de GNOME ADV4 qui va vous donner des scores de prédiction, en particulier pour la prédiction CAD et ou les fréquences des variants. Donc vous voyez qu'à partir de ces informations, on peut éliminer encore des variants. Il nous reste également à finalement identifier génomiquement les variants sélectionnés. Donc ça, on peut le faire avec, cette dernière étape avec SNP-F. Et ça va être ma dernière diapositive, c'est vrai. Et on en arrive maintenant à l'analyse des variants. Et en termes de conclusion, finalement, d'une manière de... Pour conclure, je dirais que pour ce qui est de l'analyse qui commence maintenant, qui va éventuellement vous permettre de faire une découverte maintenant en médecine, tout est une question de contexte. Si vous travaillez sur une maladie monogénique et qu'elle est due à un variant rare, tout ce que je viens de vous raconter est particulièrement pertinent et vous pouvez vraiment vous en sortir avec une bonne annotation des variants. Si vous travaillez sur une maladie polygénique avec plusieurs variants rares, ça devient plus difficile de s'appuyer uniquement sur la notation des variants et il va vous falloir rentrer dans un domaine que personnellement je connais mal, qui sont les tests statistiques d'association. Et si vous travaillez sur des variants rares associés à des variants communs dans le cas de maladies très polygéniques, là vous êtes un peu dans le problème, car ce genre de questions s'approche avec des analyses dites de GWAS. Et là, vous allez avoir un problème, puisque vous travaillez sur une maladie rare, vous allez avoir un problème d'échantillonnage. Vous n'allez pas avoir suffisamment d'échantillons à observer. Nonobstant, de toute façon, dans tous les cas, ça sera ma conclusion, tous ces cas et tous ces types d'analyses s'appuie vraiment sur un socle d'identification robuste des variants. Et la notation des variants est également importante, non seulement dans le cas des variants rares, mais également dans le cas des variants multiples rares de maladies polygéniques, où on commence maintenant, dans les tests statistiques d'association, à incorporer les informations d'annotation pour le modèle statistique. Et je crois que là, cette fois, je vais remercier les gens avec qui j'ai travaillé ces dernières années sur des problématiques d'analyse d'exomes, en particulier Gisèle Bonne, à l'Institut de myologie de la Pitié-Salpêtrière, Thierry, sur le Black-Fan, Arnaud Petit, François Delemot et tous les membres de l'équipe Connect AML, Jean Soulier, et j'ai pas eu le temps de vous en parler car je suis trop bavard, la Galaxy Dev Team qui est une équipe de biologistes computationnels extrêmement compétente. Merci.